Alors, est-ce que vous reconnaissez cette plante? Elle vient d'Amérique du Sud où elle pousse à l'état sauvage, elle fait de jolies fleurs et surtout, elle est à la base de l'alimentation de milliards de personnes. Mais attention, on n'en mange pas les feuilles, qui n'ont pas de goût et qui en plus sont toxiques, mais ces tubercules bien cachés. Bon, là, ils sont encore un peu petits, mais dans quelques temps, ils ressembleront à ça. La pomme de terre. C'est l'aliment préféré des Allemands. Mais cet amour inconditionnel a son revers de la médaille. Les vastes monocultures sont à la merci des insectes ravageurs, des maladies ou du réchauffement climatique. Toujours lui. Et si rien n'est fait pour la protéger, un jour, on en aura gros sur la patate. Pour commencer, direction les Andes, où les habitants se sont depuis longtemps attaqués au problème. Les hauts plateaux du Pérou, berceau de la pomme de terre. Depuis des milliers d'années, les habitants de ces régions montagneuses cultivent les tubercules comestibles. À force de croisement et de sélection, les plantes sauvages aux petits tubercules sont devenues des plantes vivrières productives, qui font partie intégrante de la culture indienne. Aujourd'hui, plus de 3000 variétés sont encore cultivées dans les Andes. Dans un même champ poussent parfois plus d'une centaine de variétés. Une culture diversifiée à dessein qui a été pendant des siècles une question de survie. Cette variété n'a rien donné. Celle-là est mieux. Si on n'avait semé qu'une sorte de pomme de terre et qu'une maladie s'était développée, on aurait perdu toute la récolte. La diversité est donc une bonne chose pour notre agriculture, mais aussi pour notre cuisine. Parmi les différentes sortes qu'on sème, il y en a toujours une qui est résistante à telle ou telle maladie et à l'effet du réchauffement climatique. Pour protéger cette diversité génétique, les Indiens ont fondé le Parque de la Papa, le parc de la pomme de terre. 6 villages y préservent ensemble le savoir ancestral des Incas en matière de culture des tubercules. Ricardo Pacou, spécialiste du sujet, conseille les paysans et rassemble leurs connaissances. Ils savent d'expérience que la préservation de la diversité génétique est essentielle. Au fil des siècles, elle a permis aux paysans d'avoir toujours une récolte correcte sans recourir aux engrais ou aux pesticides. Un savoir aujourd'hui confirmé par les recherches récentes en génétique. Des scientifiques suivent de près le projet, car les gènes des nombreuses variétés ont une grande valeur pour eux. Au fil du temps, ces pommes de terre des hauts plateaux ont su s'adapter aux maladies et aux insectes nuisibles. Une résistance naturelle qui pourrait être transmise par croisement aux variétés à haut rendement cultivées dans le reste du monde. Le royaume des Incas a beau avoir disparu depuis longtemps, la pomme de terre continue à influencer la vie et la culture des Indiens péruviens, même si certaines traditions se sont perdues. Celle-là, on l'appelle la pomme de terre de la belle-mère. Parce qu'autrefois, les belles-mères la donnaient à leurs futures belles-filles pour qu'elles l'épluchent. C'était si difficile qu'elles en arrivaient souvent aux larmes. C'est une part importante de notre culture. Autrefois, si la pomme de terre était mal épluchée ou abîmée, la belle-fille était rejetée. Le marché aux pommes de terre de Lima, où l'on a encore l'embarras du choix. Mais même ici, les variétés classiques à haut rendement gagnent du terrain. Du Groenland aux pays tropicaux, la pomme de terre est une part essentielle de notre alimentation. Avec 320 millions de tonnes récoltées chaque année, c'est la 3e plante vivrière au monde. Sa culture s'étend de plus en plus dans les pays en développement, là où les précieux gènes résistants des variétés andines pourront s'avérer utiles.
Sur le modèle du Parque de la Papa, il existe aussi cette ferme de Barum, en pleine lande de Lüneburg, dans le nord de l'Allemagne. On y cultive le plus de variétés possible, en particulier de nombreuses variétés anciennes qui ne sont pas assez rentables pour l'industrie. C'est la passion de Carsten Ellenberg qui nous a rejoints. Bonjour. Bonjour. Pourquoi défendre la pomme de terre? Je vous l'expliquerai avec plaisir, mais le mieux, c'est encore que je vous montre. Suivez-moi. Plus de 30 variétés poussent dans ces champs. Beaucoup d'entre elles ne ressemblent que de loin à la pomme de terre qu'on connaît et ont aussi un goût très différent. Voyons un peu si Pierre, notre fin gourmet, va faire la différence. Qu'est-ce qui m'attend? On va te faire goûter 3 sortes de pommes de terre. L'une d'elles vient du supermarché, comme tu en as l'habitude. Les 2 autres sont des variétés anciennes et inconnues. Pierre a-t-il les papilles assez affûtées? Pour moi qui suis allemande, évidemment, ce serait trop facile. Est-ce que tu veux bien nous faire part de tes impressions, Pierre? Celle-là est assez classique, je dirais. J'aurais tendance à dire que c'est la pomme de terre de supermarché. Ok. Maintenant, passons à la prochaine variété. Attention. C'est très étonnant pour une pomme de terre. Au niveau de la consistance, on dirait plutôt une courgette bien cuite. Elles fond dans la bouche, elle a beaucoup de goût, plutôt fruitée. Voilà. Maintenant, Pierre, que penses-tu de la candidate numéro 3? C'est plus ferme, en ce qui concerne la consistance. Niveau goût, ça me rappelle assez celui des pommes de terre primeur, mais en plus prononcé. Félicitations, tu as réussi le test de la pomme de terre. À vous, monsieur Ellenberg, présentez-nous vos candidates. Ce sont 3 variétés de pommes de terre issues de nos champs. À gauche, on a la Linda, à la chair jaune clair, comme on la connaît tous. Au milieu, c'est la Rote Emali, une nouvelle sorte obtenue à partir d'anciennes variétés sauvages, avec une belle chair rosée. Enfin, la Blaue Anneliese, cultivée ici et qui a un goût très prononcé. Elle contient des anthocyanes, des pigments naturels qui influencent le goût et qu'on retrouve aussi dans le chou rouge, la betterave ou le vin rouge. Je dois dire que la petite Anneliese m'a tapé dans l'œil. Où peut-on trouver ces étonnantes pommes de terre? Dans notre boutique, évidemment, et on fait aussi de la vente à distance. On en trouve aussi chez les bons primeurs, dans certains magasins bio ou parfois sur les stands du marché. Mais elles sont encore difficiles à trouver. Il faut changer ça. Oui. Contrairement à ce qu'on fait ici, sur le marché mondial de la pomme de terre, c'est la quantité qui importe. On s'attache donc moins à son goût qu'à sa résistance et sa productivité. Et dans ce domaine, la pomme de terre a un vieil ennemi qu'on combat avec des méthodes modernes. Thilo Hamann se bat contre l'ennemi numéro 1 de la pomme de terre, le mildiou, un champignon. Ici, on le cultive pour l'étudier, mais dans le monde, il détruit presque 10% de la récolte annuelle de pommes de terre. Il s'agit donc de trouver de nouvelles variétés plus résistantes, car le champignon est partout. Il mute régulièrement et surmonte tous les mécanismes de protection des tubercules. Le mildiou a fait des ravages en Irlande au milieu du 19e siècle. La récolte anéantie a causé une terrible famine qui a fait plus d'1 million de morts. Même aujourd'hui, une telle catastrophe est encore possible dans les pays en développement. Une menace qui motive les recherches de Thilo Hamann.
Si on s'intéresse au problème d'un point de vue global, on voit que les nouveaux pays industrialisés ou en développement n'ont pas les moyens d'utiliser des produits phytosanitaires contre le mildiou. Une épidémie comparable à celle qui a eu lieu en Irlande au XIXe siècle pourrait très bien s'y reproduire, ce qui causerait des pénuries, donc des problèmes de famine. L'agronome mise donc sur le croisement de variétés sauvages et résistantes aux champignons, mais ayant un faible rendement, avec des variétés modernes et productives, mais fragiles. Le chercheur choisit soigneusement les plants qui serviront à l'hybridation et pollinisent chacun d'entre eux à la main. Il n'espère pas obtenir une protection absolue contre la maladie, mais une sorte de coexistence pacifique entre la pomme de terre et le champignon. Les biologistes savent que si le champignon subsiste dans la plante sans l'abîmer, cela réduit le risque de mutation pouvant rendre le mildiou plus dangereux. Une fois le croisement réussi, la nouvelle variété est plantée en plein champ pour que les tubercules fassent leurs preuves. Cela prend du temps, au moins 12 ans pour chaque variété. Mais le temps presse, d'autant plus que le mildiou n'est pas la seule maladie pouvant détruire toute une récolte. À l'Institut Max Planck de Cologne, des généticiens cherchent donc un moyen plus rapide d'obtenir des variétés sur mesure. Christian Gebhardt et son équipe recherchent les gènes garants d'une bonne résistance aux maladies. Pour cela, il faut décrypter le génome de la pomme de terre qui permettra ensuite de procéder plus rapidement à des croisements ciblés. Il suffit d'analyser l'ADN de la jeune pousse pour savoir si le plant porte bien le gène désiré ou non. Plus besoin d'attendre que les tubercules mûrissent. Une petite feuille suffit pour faire le test. Mais la résistance au mildiou n'est qu'un objectif parmi d'autres. Pour que la pomme de terre puisse aider à combattre la faim dans le monde, il y a d'autres défis à relever. Notre objectif est de créer une pomme de terre possédant certains gènes bien précis. Dans 20 ans, les variétés actuelles ne suffiront plus. Il faudra qu'elles aient un meilleur rendement, parce que la population mondiale augmente. Il faudra produire plus sur la même surface. C'est l'objectif que nous devons atteindre avec les croisements, et le plus vite possible. Le chemin est encore long, mais les scientifiques ont déjà découvert un premier gène codant la résistance au mildiou. La culture de variétés résistantes peut commencer. Monsieur Ellenberg, on a vu dans le reportage que le chercheur pollinisait ses plants à la main. Et ici, comment faites-vous? Pour croiser deux variétés différentes, on transporte nous-mêmes le pollen d'une fleur à l'autre. Donc aussi à la main. C'est ça. On féconde nous-mêmes la plante mère. Un fruit qui ressemble à une petite tomate et qui contient de petites graines va se développer. C'est la semence qu'on va ensuite utiliser. Chaque graine donne un nouveau plant qui possède les caractéristiques des deux parents. On obtient ainsi une nouvelle variété. La plante a aussi la capacité de former des tubercules qui lui sont génétiquement identiques. À partir d'un tubercule planté dans un champ, on en tire en moyenne 10 autres l'année suivante. On peut donc multiplier rapidement 50 000 tubercules et perpétuer ainsi la variété. C'est très facile. On compte dans le monde environ 3500 variétés de pommes de terre. Et la quête de variétés sauvages encore inconnues se poursuit inlassablement.
De retour sur les plateaux des Andes péruviennes, où se cachent les dernières variétés encore inconnues et sauvages de pommes de terre. Cela fait 40 ans qu'Alberto Salas traque ces plantes rares. Sans elles, les efforts pour créer de nouvelles variétés, à la fois résistantes et rentables, seraient au point mort. Car l'avantage de ces variétés sauvages est de pousser depuis des millions d'années sans le moindre pesticide. Ce sont souvent des paysans locaux qui mettent Alberto Salas sur une nouvelle piste. Il est de plus en plus difficile de trouver une variété qui n'a pas encore été répertoriée. On marche beaucoup, on ne s'arrête jamais de chercher. La première fois, je n'ai trouvé qu'un seul plant. La deuxième fois, c'était tout un bosquet, donc on a pu prélever des échantillons. S'il n'y a que quelques plantes, on court le risque de faire disparaître d'un coup toute la population. Il faut le savoir et faire attention. L'ascension commence. Le paysan lui a parlé d'un piton rocheux à plus de 4000 mètres d'altitude où pousseraient des pommes de terre sauvages. La découverte d'une nouvelle variété serait formidable pour la science, car chacune d'entre elles vaut de l'or. Cette fois, Alberto Salas est accompagné du généticien David Taille, qui s'en remet entièrement à l'explorateur de 76 ans. Alberto Salas est surnommé l'Indiana Jones de la pomme de terre, même si on pourrait aussi comparer son métier à celui d'un chien truffier. De longues heures de marche sont enfin récompensées. Identifier une nouvelle variété est loin d'être évident. Pour repérer une plante, j'utilise mes yeux. Ensuite, je vérifie avec mon toucher, en évaluant l'épaisseur ou la finesse des feuilles. Enfin, j'utilise aussi mon odorat. Voilà les trois sens que j'utilise, mais il faut surtout ouvrir l'œil. Il est important de décrire précisément le lieu de la découverte. Le potentiel génétique pour de nouvelles variétés est peut-être contenu dans les graines de ces fruits. Plusieurs échantillons sont prélevés car les différentes parties de la plante peuvent avoir des caractéristiques intéressantes. Ce n'est qu'une fois au laboratoire qu'on saura s'il s'agit bien d'une variété inconnue. Grâce aux coordonnées GPS, le lieu de la découverte pourra alors être retrouvé facilement et examiné plus en détail. De retour à Lima, les échantillons vont au Centre international de la pomme de terre. David Taille intègre la découverte à la plus grande banque génétique de la pomme de terre au monde. Cette banque vivante sert à préserver toute la diversité des variétés de pommes de terre. Plus de 7000 jeunes pousses de variétés anciennes et nouvelles y sont entreposées à une température de quelques degrés. Taille veille sur les 200 variétés sauvages comme sur la prunelle de ses yeux. On conserve ces plantes pour les générations futures. À cause du réchauffement climatique, il y a une forte demande pour de nouvelles variétés de pommes de terre avec de nouveaux gènes. Pour le chercheur malais, ces échantillons sont un trésor inestimable. Chacune de ces semences congelées pourrait posséder une résistance exceptionnelle ou bien s'acclimater à un climat plus chaud. En attendant leur heure, elles sont en sommeil à moins 170 degrés. C'est comme dans un film de science-fiction. Nos plantes entament une sorte de voyage intergalactique. Elles sont congelées et plus tard, si on le veut, on pourra les réveiller. On espère ainsi pouvoir les conserver très très longtemps. Car personne ne sait encore quel gène pourrait s'avérer utile pour protéger la pomme de terre de menaces potentielles comme le réchauffement climatique ou des maladies épidémiques. Alberto Salas poursuit donc sa quête d'autres variétés sauvages dans l'espoir qu'un jour on saura en tirer le meilleur.
Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je vais faire mes courses, je ne distingue que 2 sortes de pommes de terre, à chair ferme et à chair tendre. Où est la diversité là-dedans? En fait, quand on y regarde de plus près, on voit que la variété est précisée sur une petite étiquette, comme alpha. Sur l'autre sac, c'est marqué Dita. Mais les termes chair tendre ou chair ferme sont mis en avant. Si une nouvelle variété arrive en rayon, on change seulement l'étiquette. Le client ne voit que la consistance, pas vraiment la variété. Ça veut dire que le goût n'a pas d'importance? Oui, pour beaucoup de consommateurs, la pomme de terre n'est là que pour accompagner et rassasier. Elle doit donc être bon marché et facile à choisir. Le goût lui-même ne joue qu'un rôle secondaire. Eh oui, la pomme de terre est donc encore un aliment basique qui sert à remplir l'estomac. On a beaucoup parlé de la façon d'immuniser la pomme de terre contre les maladies. Mais il existe un autre danger tout aussi grave, le réchauffement climatique. Depuis des siècles, les Indiens des Andes cultivent toutes sortes de pommes de terre. Ils réduisent ainsi le risque qu'elles soient détruites par des maladies ou des insectes nuisibles. Mais même à 4000 mètres d'altitude, le réchauffement climatique se fait désormais sentir. Les précipitations se font rares et la terre s'assèche plus vite. Et pourtant, même ainsi, certaines variétés se portent à merveille. Dans les zones sèches d'autres continents, la situation est plus critique avec les variétés à haut rendement. Roland Schaffleitner simule le réchauffement climatique sur des plantes issues de la banque génétique du centre de recherche de Lima. Résultat, même si la température dans les régions subtropicales ne montait que d'1 ou 2 degrés, les récoltes seraient déjà mises à mal. Les variétés actuelles dépériraient sur pied. Le patrimoine génétique des nouvelles variétés sauvages andines pourrait alors permettre de sauver les récoltes. On cultive ici différentes variétés de pommes de terre qui ont été présélectionnées. Il y a des variétés résistantes au stress de la sécheresse et d'autres qui y sont sensibles. Pendant leur croissance, on effectue des mesures et on essaie de savoir ce qui rend une plante résistante à la sécheresse. Quand le sol est très sec, les plants ne forment pas de tubercules, ou seulement de petite taille, car ces derniers contiennent principalement de l'eau. Le but du professeur Schaffleitner est donc d'obtenir des variétés à haut rendement qui utilisent au maximum le peu d'eau disponible. On en demande toujours plus à la pomme de terre. Quand la demande mondiale en pommes de terre augmente, on a tendance à en cultiver même là où elle n'est pas idéalement adaptée. En Asie, par exemple, sa culture est intercalée entre 2 récoltes de riz. Elle doit se contenter de très peu d'eau, car c'est alors l'hiver avec peu de précipitations. On essaie donc de créer des variétés qui demandent peu d'eau, mais offrent tout de même un bon rendement. Pour juger rapidement du succès d'un croisement, les scientifiques utilisent un avion miniature équipé de petites caméras à émetteurs radio. Il prend des photos en survolant les champs expérimentaux de l'Institut pour identifier les variétés les plus productives. En quelques minutes, l'avion effectue un travail qui prendrait sinon des jours. Sur les photos, le professeur Schaffleitner peut voir les meilleures candidates à la poursuite du projet. Celles qui poussent bien même dans les conditions les plus difficiles. La pomme de terre peut s'adapter à presque n'importe quel climat. Des variétés résistant à la sécheresse et destinées aux agriculteurs des régions désertiques ne sont plus une utopie. Mais le temps presse, car dans ces pays, la pomme de terre atteint déjà ses limites. La Chine et l'Inde sont aujourd'hui en tête des pays producteurs et fournissent presque un tiers de la récolte mondiale. De mauvaises récoltes entraîneraient une véritable catastrophe alimentaire. Ce que la nature a mis des millions d'années à peaufiner, l'homme le fait désormais en 2 temps 3 mouvements grâce aux avancées scientifiques. Peut-être qu'un jour, on finira par créer une super pomme de terre capable de résister à tout. Il y a peu de chance. La pomme de terre idéale n'existe pas et n'existera jamais. Car le secret de son succès est dans sa diversité. Y compris dans notre façon de la cuisiner. Surtout en Allemagne, comme on le voit. Voilà des galettes, de la salade, de la soupe de pommes de terre et des chips épicés au wasabi. Ne manquent que les frites et les pommes de terre rôties et on pourrait faire une patate party. Oui, pourquoi pas. Au revoir. À la prochaine, restez curieux.